Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez toujours manié avec autant d'aisance la musique des notes que celle des mots. Vous êtes devenu un pionnier de la science-fiction dans la presse avant de vous tourner vers la fiction que vous avez pris l'habitude de traiter comme une science. Bonjour Henri Lovenbroek. Bonjour. Alors, vous publiez un livre pour ne rien regretter aux éditions XO. Vous avez un parcours d'auteur à succès, de musicien, un parcours étonnant. Et le principe des clés d'une vie, c'est de raconter ce parcours à travers les dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est une date qui correspond à la sortie d'un livre, le 3 octobre 2003, Le Testament des siècles, qui était un livre qui évoquait l'histoire d'un mystérieux objet, un message laissé par le Christ, un livre que vous avez bien sûr écrit. Oui, qui a été pour moi l'occasion d'une grande frustration, parce que c'est un livre, un thriller dans lequel je racontais effectivement l'histoire d'un message laissé par le Christ et qui était codé dans un tableau de Léonard de Vinci. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Quelques mois plus tard sort un livre qui s'appelle Le Da Vinci Code. Et je vous avoue que je l'ai vécu de manière un petit peu étonnée, on va dire. Les points de ressemblance étant assez flagrants. Alors, ça a été une frustration, mais en même temps, le livre a eu du succès. Et puis, c'était mon premier polar chez Flammarion. Et je crois que vous avez découvert Da Vinci Code sur une table de libraire à Londres. À Londres, exactement. Je suis passé devant... c'était chez Waterstones, qui est un grand libraire anglais. Je passe et je vois une pile de livres avec marqué Da Vinci Code et je dis ça aurait fait un super titre pour mon livre. Je retourne, je lis la 4e de couverture et je vois que l'héroïne s'appelle Sophie, comme dans mon livre, que l'Opus Dei agit dans l'ombre, comme dans mon livre, et qu'un tableau de Léonard de Vinci cache un secret du Christ, comme dans mon livre. Donc je me suis dit, alors j'ai eu des doutes, hein. Oui. Et puis Flammarion a fait quelques recherches et s'est vite rendu compte qu'il ne pouvait pas y avoir plagiat, que c'était ce qu'on appelle, c'était une coïncidence, quoi, c'est-à-dire la même idée au même moment, les mêmes sources probablement, les mêmes lectures probablement. Oui. Il n'aurait pas eu le temps de plagier mon livre. Non, c'était... Alors en plus, il y a eu le film après qui a fait scandale, puisqu'il y a l'ami de Winchester qui a refusé que l'on tourne les images chez eux, parce que c'était pas du tout admissible. Et il y a eu aussi en France l'église Saint-Sulpice à Paris qui a refusé d'ouvrir ses portes à l'équipe de tournage pour ce film. C'était blasphématoire. Voilà, bon alors j'ai bien fait d'être plus discret alors. Alors, vous avez toujours eu envie d'écrire, Henri Lovenbroek? Oui, depuis mon plus jeune âge. Je pense que ça vient du fait que j'avais un grand-oncle qui était écrivain, qui était un auteur de littérature populaire, qui s'appelait Pierre Lovenbroek, même si on l'a connu sous plein d'autres pseudonymes, parce que c'était cette époque où chez Talandier on utilisait des pseudonymes différents. Et donc j'ai grandi entouré de ces livres. Je voyais dans la bibliothèque de mon papa des livres avec marqué Pierre Lovenbroek dessus, et donc j'ai probablement idéalisé même le métier d'écrivain avant même d'écrire et de lire et d'être en âge de le faire. C'est-à-dire que mes rockstars à moi, c'était des auteurs quand j'étais gamin. Les livres de Pierre qu'on retrouve encore aujourd'hui sur Internet d'ailleurs, c'est La Perle de Mascate, c'est Les Pionniers de Fachoda et surtout Saint-Hubert, patron des chasseurs, qui vient d'être édité en numérique. Absolument, absolument. Donc la mémoire continue. Alors, il se trouve que vous commencez aussi à écrire très jeune, et je crois que votre premier livre, qui n'a jamais été publié, Henri Lovenbroek, c'est à 8 ans, une histoire de guerre ultra-violente. Oui, je ne sais pas où vous avez trouvé ça. Ça va faire plaisir à ma maman qui collectionne mes romans inachevés de mon enfance. Et effectivement, je pense qu'influencé par les films que je devais voir, j'écrivais des histoires très très violentes. Ça a inquiété maman, qui en a même parlé à son médecin en disant peut-être je devrais l'emmener voir un pédopsychiatre. Mon fils écrit des histoires dans lesquelles tout le monde meurt dans d'atroces souffrances. Voilà. Mais c'était un roman inachevé. C'est-à-dire que, assez bizarrement, j'ai écrit des dizaines et des dizaines, vraiment, hein, de débuts, de premiers chapitres, de débuts de livres, sans jamais les terminer. Et le premier roman que j'ai achevé, c'est celui que j'ai publié. Et là, j'avais 26 ans. Voilà. Il se trouve que ce qui est étonnant, c'est que vos parents ont fait l'inverse de ce que font les autres parents. Ils vous ont encouragé à continuer. Oui, j'ai même failli arrêter, et je pense que j'aurais arrêté si j'avais pas eu la maman que j'ai, qui est une femme extraordinaire. C'est-à-dire que voilà, le jour où j'ai commencé à m'inquiéter de mes finances, parce que mes deux premiers romans, voilà, ne suffisaient pas à faire vivre ma famille, et qu'il fallait bien que je trouve une solution, et que j'étais sur le point d'abandonner l'écriture. Ma mère m'a dit: si tu fais ça, je te renie. Si tu as des soucis, je t'aiderai, je serai là pour t'aider,
Pourtant, elle n'était pas particulièrement aisée, mais voilà. Et elle m'a soutenu. Et je lui dois probablement ma carrière, puisque le livre d'après est celui qui a marché, celui qui m'a permis de devenir vraiment écrivain à plein temps. Donc oui, j'ai eu beaucoup de chance. Mais j'ai grandi dans une famille de littéraires, donc ça aide, quoi. Mon papa aussi était un grand lecteur. Voilà, mais surtout prof d'anglais. Ils ont travaillé toute leur vie pour l'éducation nationale. Ils ont travaillé toute leur vie, quasiment. Mon père, oui. Et ma maman, à la fin, les derniers tiers de sa carrière, elle travaillait pour une école d'ingénieurs en informatique qui s'appelle l'EFRAY, dont elle a pris la direction du département langue. Voilà. Ils avaient une passion, je crois, la photo, vos parents. Oui. Mon papa est un photographe amateur. Il continue d'ailleurs. Il fait des photos formidables. Et le week-end, l'été, il organisait des concours photos avec ses 3 enfants, mes 2 sœurs et moi. Donc il nous prêtait un appareil argentique. Et on partait à la chasse à la photo. Et le soir, on développait nous-mêmes les photos dans son petit labo. Et il donnait des notes à nos photos. Et voilà, on faisait un concours tous les week-ends. La photo était très très présente dans ma famille. Et moi-même, aujourd'hui, je continue d'en faire avec grand plaisir. Ça m'arrive d'aller dans les salons du livre avec mon appareil photo et de shooter mes petits camarades, comme on dit. C'est une bonne façon de leur rendre hommage. Mais surtout, il y a une chose étonnante, c'est que si on fait la photo de famille, il n'y a pas 2 professions pareilles dans votre famille, Henri Leeuwenbroek. Oui, j'ai une sœur qui est chercheuse au CNRS. J'en ai une autre qui est ancienne danseuse et maintenant plutôt chorégraphe. En revanche, mes parents sont tous les 2 profs d'anglais. Ce qui est sûr, c'est qu'on est une famille où l'art, la musique, la littérature a toujours été importante. Voilà, papa, enfin mes parents, je dis toujours papa, mais maman aussi étaient amis de Georges Brassens. Qui est passé à la maison quand j'étais tout petit, et du coup on avait aussi cette sensibilité non seulement pour la musique de Brassens mais aussi pour ses textes. On parlera de Brassens tout à l'heure, mais là il faut évoquer le premier livre que vous avez lu et qu'on va évoquer à travers un générique. Oui, vas-y, oui, 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 avec ton beau taxi, en avant, oui, oui. Alors oui, effectivement, je crois que c'est Oui, la gomme magique qui est votre livre d'enfance. C'est peut-être même un livre culte pour moi, qui le reste aujourd'hui. C'est quand même l'un des épisodes de Oui les plus fascinants qui soit, parce que Oui trouve une gomme qui permet d'effacer la réalité. C'est-à-dire, il peut effacer les objets qui sont à côté de lui, il peut effacer... Et ça m'a fasciné. En réalité, c'était un roman de science-fiction, qui ressemble étrangement à une nouvelle postérieure de Stephen King, qu'il avait appelé Word Processor of the Gods, dans lequel un traitement de texte permettait, quand on effaçait un mot dans le traitement de texte, le concept disparaissait de la réalité. Et je pense que Stephen King avait dû lire Oui et la gomme magique quand il était petit. C'est extraordinaire. Il se trouve que Enid Blyton, entre 2 clubs des 5, a créé Oui en 49. Il est arrivé en France en 52, et au départ en Angleterre, il s'appelle Noddy, ce qui veut dire to nod de head, c'est-à-dire hocher la tête. Ouais, noddy. Alors, il se trouve aussi que la BD a marqué vos jeunes années. Vous réalisiez des BD aussi, Henri Leeuwenbroek. Oui, je dessinais. Alors là, pour le coup, c'était moins violent que mes romans. C'était plutôt de l'humour. J'avais créé un personnage qui s'appelait Tipex, et dont je racontais les aventures dans des bandes dessinées que je photocopiais, et avec un copain, on les revendait pour se faire de l'argent de poche au collège. Voilà, j'ai très vite pris conscience que j'étais plus doué pour les mots que pour le dessin, et donc j'ai arrêté. Et vous avez fait des études à la Sorbonne, lettres, anglais, un peu tout. J'ai d'abord fait Hippocagne au lycée Chaptal, une cagne d'ailleurs d'anglais, de littérature anglaise, et puis ensuite je me suis dirigé vers effectivement une maîtrise de littérature anglo-saxonne à la Sorbonne. Et ensuite vous êtes parvenu à effectuer votre service militaire comme objecteur de conscience, ce qui n'est pas si évident. Alors, à l'époque, il suffisait d'envoyer une lettre. Il ne fallait pas se tromper dans la lettre, mais il suffisait d'envoyer une lettre. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'au lieu de faire 11 mois de service national, on en faisait 17. Oui. C'était un service civil. Alors, il se trouve que moi, je l'ai fait chez Amnesty International, où je suis devenu
maquettistes en fait, essentiellement de leur courrier, enfin de leur newsletter, mais aussi du rapport annuel d'Amnesty International. Ça a été une expérience ultra enrichissante, quoi. Et puis mon premier contact avec l'humanitaire, on va dire. Oui, et puis il se trouve que être obligé de conscience, ça remonte quand même à Marc Aurèle. Si on refusait l'armée, on en entrait dans les ordres à l'époque. C'était obligatoire. Là, c'était l'ordre républicain. Alors, ensuite, vous avez passé 1 an et demi à Londres comme professeur. Vos débuts dans le métier, c'est l'enseignement. Oui, alors c'était pas à Londres, c'était à Canterbury, Oui. pour être exact. En Angleterre. Mais j'allais à Londres tous les week-ends, donc vous êtes pas loin de la réalité. Oui, j'ai enseigné dans un collège tout près de Canterbury, dans une petite ville qui s'appelle Raynham, et où j'étais un peu le vilain petit canard de ce collège, parce que j'arrivais avec la culture française où l'uniforme n'existe pas, et dans ce collège anglais qui était très rigoriste, très strict, il y avait une règle dans le règlement intérieur du collège selon laquelle les garçons et les filles devaient garder au moins 20 cm d'écart entre eux. Un garçon n'avait pas le droit d'approcher une fille, de lui donner la main. Et moi, évidemment, ça m'a beaucoup choqué, le petit français. Et donc, je crois que j'ai probablement participé à une des premières rébellions dans ce collège, en incitant les gamins à dire « mais enfin, c'est un scandale, cette règle des 20 cm ». Voilà. Après, vous avez connu d'autres rebelles dans un univers très différent qu'on va évoquer à travers la date du 23 novembre 2009. A tout de suite sur Sud Radio avec Henri Lovenbroek. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Henri Lovenbroek. Nous parlerons de votre nouveau roman Pour ne rien regretter chez XO Éditions, un succès en perspective. On en revient à votre parcours qui a débuté donc dans une famille littéraire et prof d'anglais. Et puis, il y a eu la littérature, votre passion. Et puis, il y a eu autre chose. Et le 23 novembre 2009, vous sort un disque, un album dont vous faites partie des chœurs. Molly Malone un jour d'une maladie d'amour mourut comme Molly Malone, une femme symbole de Dublin, une réalité ou une légende, on ne sait pas. Et surtout, c'est une rencontre avec Renaud. Et vous avez traduit de l'anglais les paroles de cette chanson et de beaucoup d'autres, Henri Lovenbroek. Absolument. Un jour, mon téléphone sonne et je décroche et j'entends « Allô, c'est Renaud à l'appareil ». Alors je dis « Renaud ». Ah oui, le chanteur, pas les voitures. Je dis « Ah, bonjour ». Et Renaud m'explique qu'il sait que mon papa a travaillé sur des traductions de Brassens en anglais, que mon papa était ami de Brassens. Il sait que je suis moi-même bilingue et anglophone, et il a lu 3 de mes romans qu'il a beaucoup appréciés. Et donc il me dit « Est-ce que tu serais d'accord, au tout début, pour traduire mes chansons en anglais ?» À l'époque, Renaud voulait repartir faire une tournée en Irlande, comme il l'avait fait une quinzaine d'années avant. Mais cette fois-ci, il voulait chanter ses propres chansons en anglais. Alors j'ai commencé à traduire des chansons de Renaud en anglais, en cloque, etc. Et puis il a abandonné le projet. Il m'a dit non, on va faire le contraire. Je vais chanter des chansons irlandaises en français. Est-ce que tu veux bien les traduire ? Donc j'ai fait ce travail de traduction avec lui. Et puis à l'époque, je chantais sur scène de temps en temps. Et un jour, il est venu me voir, c'était à l'OPA Bastille, qui s'appelle plus comme ça aujourd'hui, mais qui était une petite salle de la place de la Bastille. Et à la fin du concert, il vient dans les loges et il me dit « Henri, tu chantes tellement mal que tu pourrais faire les chœurs sur mon album !» Alors, moi, je me souviens des débuts de Renaud à la Pizza du Marais, qui était un petit théâtre. Bien sûr. Et je crois qu'on était 10 dans la salle. Il chantait la Java sans joie. Ça n'intéressait absolument personne. Oui, bien sûr. Alors, il a eu le vrai parcours de cette époque-là, quoi, le parcours du chansonnier, en fait. Exactement. Qui a un peu disparu aujourd'hui. Alors, c'est comme ça que j'ai fini par me retrouver à faire les chœurs sur l'album Molly Malone, aux côtés de Ramon Pipin. Exactement, qui avait créé Au Bonheur des Dames, voilà. et Odeur. Et Odeur. Et qui va reprendre Odeur l'année prochaine pour un album, je vous le signale. Oui. Il se trouve que Renaud, il a découvert l'Irlande lors d'une émission de télévision avec Michel Denisot. Il est tombé amoureux du pays. Il a acheté tous les disques possibles et imaginables. Et entre 2 albums originaux, il a voulu faire ça. Oui. Ben, ça lui ressemble beaucoup. Il a fait plusieurs fois des albums en hommage. Renaud, c'est un passionné. C'est-à-dire que quand il découvre quelque chose, il est un peu comme moi d'ailleurs,
On a un petit côté monomaniaque comme ça. Quand il découvre quelque chose qui lui plaît, il va au bout du truc, quoi. Donc il se met à tout acheter, tout lire, tout regarder. Voilà. Et ça a été le cas pour l'Irlande. Ça a aussi été le cas pour d'autres hommages qu'il a pu rendre, que ce soit au Nord, quand il a fait un album où il chante le Nord, hein, Renaud cantait le Nord, et puis il l'a fait avec Brassens. Justement, et Brassens, justement, a chanté lui aussi en Angleterre. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. C'est le seul live, si j'ose parler ainsi, de Brassens qui a été fait, je crois, À Cardiff. À Cardiff. Ouais. Il a donné l'autorisation que cet album sorte. C'était le 28 octobre 1973 et c'était, je crois, pour des étudiants français là-bas. Absolument, c'était des étudiants français avec lesquels mon papa a travaillé, puisque leur prof de français était Colin Evans, qui est un professeur de français à l'université de Cardiff, et qui a fait venir Brassens à Cardiff avec mon papa. Donc c'est un moment un peu émouvant à chaque fois que j'entends ça. Et il se trouve qu'il lui a présenté un chanteur anglais qui s'appelle Jake Thackeray et qui lui a chanté Brassens en anglais en traduisant les plus connus des chansons de Brassens pour les chanter en anglais. Oui, on ne pouvait pas compter sur Brassens pour chanter en anglais. Absolument pas. Alors, comment votre père était-il ami avec Brassens? Par le biais de ce professeur, Colin Evans, justement, qui était professeur donc, de français à l'université de Cardiff. Et qui, en organisant tout ça, comme c'était un ami de mon père, il lui a dit, tu sais quoi, j'ai contacté Brassens et il accepte de venir à Cardiff. Et donc papa a rencontré Brassens à cette occasion et ils sont restés amis. Alors il reste des souvenirs de Brassens à la maison. Je sais pas si je peux le dire, si je peux le dire maintenant. Brassens, quand il venait chez mes parents, il venait avec une carafe pleine de whisky, c'est-à-dire qu'il achetait du whisky, mais il l'amenait pas, il offrait pas le whisky dans la bouteille, il l'offrait dans une belle carafe en cristal. Et quand il repartait, elle était vide. Voilà. Et du coup, chez mes parents, il y a une collection de carafes en cristal dont je sais qu'un jour, elles ont été pleines d'un whisky que Brassens chérissait et qui lui a sûrement pas fait beaucoup de bien à la santé, mais beaucoup de bien au moral. En tout cas, il offrait aussi des textes originaux de ses chansons. Mais comme il recopie les chansons 10 fois, tout le monde est persuadé qu'il a un original unique, alors qu'ils existent un peu partout. C'est fort probable. Alors ça, j'en ai pas à la maison. Alors, ce qui est étonnant quand même, c'est que vous parlez de Brassens, de Renaud, et dans votre chambre d'enfant, je crois, il y avait plutôt d'autres personnages. Il y avait Deep Purple et Led Zeppelin sur les murs. Absolument. Bah oui. Il y a quand même la musique de ma génération qui est entrée dans ma chambre. Il y avait celle de la musique de mes parents, c'était Brassens, c'était le jazz, c'était la musique classique, mais la mienne, c'était Deep Purple, c'était Led Zeppelin. Finalement, pas si éloigné que ça, avec dans le temps, ça fait partie des choses qui durent dans mes écoutes régulières. Je continue d'écouter Brassens, je continue d'écouter Deep Purple et Led Zeppelin, donc comme quoi il doit y avoir une histoire de qualité là-dessous. Oui, et puis vous avez débuté dans la musique, je crois, au lycée, au clavier, alors que vous n'avez jamais pris de cours n'importe où. Alors si, j'ai appris le piano au début. J'ai un oncle qui est concertiste et qui était professeur de piano, Xavier Givelet, qui m'a appris le piano, mais très vite, c'était pas ça qui m'intéressait, parce que c'était du piano classique, voilà. Et moi, ce que j'aimais, c'était le rock et le jazz, et donc je suis passé assez rapidement aux orgues, à l'orgamond, qui est l'instrument fétiche de Deep Purple, justement. C'est cet orgue de jazz, et je me suis mis à jouer avec des groupes de rock, quoi. Ouais. Voilà. Et l'orgamond, en fait, ça a été inventé dans les années 30 par un certain Lawrence Hammond, justement. Et au départ, c'était un instrument destiné aux églises parce qu'elles n'avaient pas les moyens d'avoir des orgues à tuyaux. Et l'orgamond était beaucoup plus facile. Absolument. Et il a un son très particulier qui repose essentiellement sur le fait que les haut-parleurs sont sur un axe giratoire. Ils tournent et donc ça donne cet effet de vibrato très particulier des orgamondes. Et vous avez commencé à jouer dans différents groupes de rock, ce qui n'a rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui. Non, alors ça m'arrive encore de jouer, mais vraiment pour le plaisir, un week-end, une occasion. Non, je continue de jouer tout seul chez moi. J'ai un petit studio à la maison où je fais de la musique, je compose et j'enregistre, mais plutôt pour des vidéos, des documentaires, etc. Donc c'est de la musique que je fais seul. Mais jouer en groupe, ça fait quelques années que j'ai arrêté. Ça prend beaucoup de temps
beaucoup d'énergie, et je n'ai plus tout ça. Mais vous avez intégré à une époque un groupe mythique qui était les Freelers, Oui. qui venait de Nouvelle-Zélande, je crois. Alors non, c'était des Français, mais alors on jouait partout. On jouait essentiellement dans des grands festivals de rock ou de moto ou de ce genre de choses. Donc ça a été une expérience assez dingue, parce que moi qui avais l'habitude de jouer dans des toutes petites salles, devant des tout petits publics, du jour au lendemain, je me suis retrouvé propulsé à jouer devant 5 ou 6 000 personnes sur une plage dans le sud, en avant-première de grands groupes et de grands chanteurs. C'était extraordinaire. Je pense que j'ai jamais aussi bien joué que ces jours-là, parce qu'on est porté par le public et il se passe quelque chose de magique sur scène, hein, voilà. Et ça a duré quelques années. J'ai arrêté. J'ai fini par quitter le groupe en leur disant que j'aimais beaucoup ça, mais que ça me prenait trop de temps et que mon temps avait besoin d'être consacré à ma famille. Voilà. Et puis vous avez aussi chanté, vous l'avez dit tout à l'heure. Nous sommes les enfants de la terre, et le sang que nos pères nous ont donné, pourquoi le verser? Eh oui, Les enfants de la terre par Henri Leeuwenhoek. Oui, encore une belle trouvaille. Vous êtes un espion, en fait. Ça doit être ça. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Parce que j'ai vu le clip qui tournait en studio. Oui, au studio de Jean-Marie Bouveau, qui se trouve à Deuil-la-Barre. J'ai enregistré 5 chansons à cette époque. Ça doit être à peu près à la même époque, vers 2008 peut-être. Oui, 2008-2009, c'est ouais, ça. c'est ça. J'ai enregistré 5 chansons pour faire ce qu'on appelait un mini LP. Je ne sais pas si vous voyez, Oui. voilà, les albums un peu courts de 5 titres. Et voilà, c'était encore une très chouette expérience. Les musiciens étaient des musiciens que j'aime beaucoup, qui sont les musiciens du groupe Volo, un groupe qui vient de Nantes, si ma mémoire est bonne, où c'est deux frères qui s'appellent les frères Volovitch, et qui ont des musiciens plutôt acoustiques extraordinaires, et ils m'ont fait l'honneur de venir jouer, et voilà, c'était un grand plaisir. Et pendant longtemps, Henri Leeuwenhoek, vous avez hésité entre la chanson et la littérature. Oui, jusqu'à ce que je me rende... Enfin, je sais pas, peut-être d'abord parce que le succès est arrivé plus vite dans la littérature que dans la musique, et que du coup, il a fallu que... Enfin, voilà, le choix s'est fait... c'était un choix de raison, c'est-à-dire j'ai compris que je pouvais vivre de ma plume à partir du 3e ou 4e roman, donc je m'y suis davantage consacré. Et puis peut-être aussi parce que ça me convient, il y a un confort incroyable dans l'écriture. Vous êtes seul chez vous, vous avez un seul interlocuteur qui est votre éditeur. Vous n'êtes pas confronté à un producteur, à un diffuseur, à un machin. Voilà, vous avez une personne avec qui vous travaillez. Vous prenez votre temps. Voilà, moi je pense que ça me correspond mieux, ce travail solitaire, même si j'ai régulièrement besoin d'aller au contact de mes lecteurs pour rompre cette solitude. Mais travailler dans mon petit bureau, tranquillement, ça me convient. Ben écoutez, ça nous convient aussi de continuer à parler avec vous de cette écriture à travers la date du 24 novembre 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Henri Leeuwenhoek. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Henri Leeuwenhoek. Nous parlerons tout à l'heure de Pour ne rien regretter, nouveau roman chez IXO, roman qui a une ressemblance avec le précédent qui était un succès, on en parlera. On a évoqué vos débuts, votre carrière de chanteur, puis finalement vous avez choisi la littérature. Et j'ai trouvé une date importante, c'est le 24 novembre 2020. Vous lancez un appel à la radio au nom du collectif Sauvons nos libraires. Et ça, c'est une chose importante dans votre vie et pour le monde des livres. Oui, bah vous savez, c'était au moment du confinement avec l'épidémie de Covid-21. Qu'est-ce que je dis, 19, pardon. Je suis perdu dans les années. Beaucoup de libraires ont été obligés de fermer, alors que d'autres enseignes pouvaient continuer de vendre des livres. C'est surréaliste. Ce qui crée une situation injuste, quoi. Donc on est plusieurs auteurs à avoir décidé, j'ai décidé d'appeler plein d'écrivains, plein de copains. Il se trouve qu'on a été beaucoup relayé par Sud Radio, d'ailleurs. Donc je remercie votre radio. Il y avait l'un de vos journalistes qui avait relayé l'information à l'époque. Et notre idée, c'était d'organiser des séances de dédicaces virtuelles, c'est-à-dire les gens commandaient un livre chez un libraire indépendant, on allait le signer et ils se le faisaient envoyer par la poste. Ce qui a permis à ces libraires de continuer de vendre des livres pendant les périodes de fermeture liées au confinement. Et donc ça a été c'était un moment assez émouvant, hein, parce que
Et puis c'était pour nous aussi un moyen de rendre l'appareil à tous ces libraires qui nous soutiennent le reste de l'année, quoi. Donc c'était tout à fait justice que de leur rendre hommage. Je me souviens de ces hypermarchés où on avait fermé le rayon livre alors qu'on pouvait aller ailleurs, c'était totalement nul. Voilà. C'était dingue parce que c'était une période très particulière. En gros, on pouvait acheter tout sauf des livres. Alors je sais que j'ai quelques confrères pour qui ça a été très pénible. Moi, j'ai un de mes romans qui est sorti, je crois, une semaine avant le deuxième confinement. Ça a aussi été très compliqué. Mais on a la chance d'être chez un éditeur. Les éditions XO sont des éditions assez particulières et dans leur singularité, c'est une maison d'édition qui publie assez peu de livres, justement pour choyer ses auteurs et qui a du coup fait ce qu'il fallait à ce moment-là. Je pense notamment à l'un de mes amis et confrères, Olivier Ball, dont le livre est sorti pile au moment du confinement. Chez beaucoup d'autres éditeurs, le livre aurait disparu. Mais XO a eu l'élégance de le remettre en place après le confinement et ça a probablement sauvé la vie de ce livre, quoi. Alors, vous parlez d'un collectif, vous avez créé un autre qui est assez particulier, Henri Leeuwenbroek, c'est le collectif de l'imaginaire. La Ligue de l'imaginaire, ouais. En 2009 aussi, tiens, 2008. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 2008 ou 2009 dans ma vie, mais ça a été une année très créative. C'était en fait pour réhabiliter le thriller. Alors que finalement, vous êtes arrivé au thriller après différents passages. Vous avez été journaliste et au départ dans la science-fiction et vous avez même créé un journal. Oui, mais la Ligue de l'imaginaire couvrait un peu tout ça, c'est-à-dire les littératures de l'imaginaire au sens large. Donc ça allait de la science-fiction au fantastique en passant par le thriller et le polar. Mais c'est vrai que mes racines sont plutôt du côté du fantastique. Moi, en tant que lecteur adolescent, on va dire, les deux auteurs que j'ai le plus lus quand j'avais 14-15 ans, c'était Stephen King et Tolkien. Donc plutôt du fantastique. Voilà. Et puis Le Seigneur des Anneaux qui vous a marqué. Évidemment. Oui. Et vous avez créé un journal, Science Fiction Magazine, qui a duré quelques années. C'était votre premier job d'auteur. Oui, absolument. Et qui était rattaché au groupe de presse Flammarion Presse. Donc ça a aussi été mon premier contact avec les éditions Flammarion à l'époque. Ouais. Et ça vous a porté chance, alors que vous auriez pu continuer la science-fiction. Vous êtes passé à autre chose. Probable. Alors, je pense pas que j'aurais continué parce que je crois que dans mon caractère, mon papa disait que j'étais velléitaire. Je suis un garçon qui aime changer régulièrement de genre, de sujet. J'aime pas rester enfermé et faire deux fois la même chose. Je déteste ça. Donc ma carrière le prouve d'ailleurs, parce que j'ai vraiment fait du polar, du roman historique, de la science-fiction, du fantastique, du roman, de la littérature blanche, quoi, généraliste. J'ai fait un peu de tout et je pense que non, j'aurais jamais pu m'enfermer dans la science-fiction. Et je crois que vous avez fait, bien avant qu'on parle des mouvements MeToo et autres, le premier roman féministe, et vous avez failli le faire, Henri Leeuwenbroek, sous un pseudonyme. Oui, c'est drôle parce que ce pseudonyme il reste des traces de ce pseudonyme, parce qu'à la dernière minute, mon éditeur a dit non, Henri, il faut que tu le fasses sous ton vrai nom. Mais au départ, j'avais l'intention d'écrire La Moira sous le nom d'une femme, une Irlandaise en plus, qui plus est, dont on avait inventé l'identité, on s'était beaucoup amusé. Ça m'a valu l'un des plus beaux compliments de ma vie, parce que j'avais écrit ce livre avec l'idée que vraiment on puisse penser que c'était une femme qui l'avait écrit, et ça demande beaucoup de travail pour un homme. Donc j'allais voir ma fille, j'allais voir ma compagne, j'allais voir ma maman, et je leur disais, lisez-le, est-ce que vous pensez qu'une femme aurait pu écrire ça? Alors elle me faisait retravailler, je le retravaillais. Et puis, un jour, l'éditeur a envoyé le livre à Florence Magnin, qui est une grande illustratrice, une peintre, qui devait faire la couverture. Et elle renvoie sa peinture avec un petit mot, j'ai lu le livre, j'ai bien aimé, et on voit bien que c'est une gonzesse qui l'a écrit. Et ça, pour moi, ça a été un des plus beaux compliments que j'ai reçus dans ma vie d'auteur, parce que je pense que j'avais réussi mon coup. Voilà, finalement, à la dernière minute, l'éditeur a m'a dissuadé de le publier sous pseudonyme, et je l'ai fait sous mon nom. Et je pense qu'il avait raison. Avec le recul. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que le livre ayant été annoncé sous ce pseudonyme, on en trouve encore la trace dans les bases de données d'Electre, où on peut voir la Moira de Shona McCallion. Donc elle n'est pas tout à fait morte. Voilà. Alors ça s'appelait La Louve et l'Enfant, je crois. Ouais. Et c'était le début d'une saga qui a vous avez aussi la particularité d'avoir écrit des sagas comme on fait des mini-séries à la télévision, Henri Leeuwenbroek. Oui, j'ai fait beaucoup de trilogies. Voilà, La Moira, Gallica, Les Aventures d'Harry Mackenzie, qui sont en 3 tomes, etc. C'est un chiffre qui me plaît, le chiffre 3. Un bon chiffre de l'équilibre. Mais encore faut-il trouver les éléments et écrire très vite. Oui, d'autant plus que je fais pas des romans courts.
J'ai tendance à faire des romans assez longs. Mais écoutez, je fais plus que ça. Hein. Oui, mais même des sagas aussi rapprochées avec 3 tomes, c'est quand même beaucoup de boulot, il ne faut pas s'y perdre. Oui, je suis un staccanoviste. Alors, il se trouve aussi que vous avez à l'époque monté une maison d'édition qui était un clin d'œil à Alexandre Dumas, Brajlon. Oui, alors c'est à la fin de... Quand j'ai arrêté le magazine, avec certains de mes confrères du magazine, on a effectivement monté une maison d'édition, les éditions Brajlon, en 2001. Et si je me souviens, c'était même le 1er avril, ce qui nous plaisait beaucoup de créer une société le 1er avril. Et voilà, je suis resté à leur côté pendant une petite dizaine d'années, et puis nos routes se sont séparées vers 2010 ou 2011 par là. Et c'est vrai que Dumas, pour vous, c'est un maître. Absolument. Absolument, ça fait partie de ces lectures formatives et formatrices de mon adolescence, quoi, aux côtés de Stephen King et de Tolkien. C'est probablement l'un des seuls auteurs que je relis aujourd'hui. Il est très rare que je lise un livre 2 fois, et je pense que Dumas fait partie des rares auteurs que je peux lire 2 fois avec peut-être Umberto Eco. Oui, il y a d'ailleurs un inconditionnel de Dumas, qui est Robert Louis Stevenson, l'auteur d'Oublié au trésor, qui a dit que D'Artagnan, dans le Vicomte de Brajlon, était le personnage le plus humain qu'on puisse imaginer. Oui, et puis tous les personnages de Dumas étaient particuliers. Voilà, il avait une façon de peindre les personnages qui les rendait très humains, plein de défauts. C'était justement ça. Enfin, aujourd'hui, tous les auteurs le savent. Le meilleur moyen de rendre un personnage crédible, c'est qu'il soit gris et non pas soit noir, soit blanc. Et c'était la force de Dumas, mais avec beaucoup d'humour. Moi, ce que j'apprécie, ce que j'aime chez Dumas, c'est que c'est un auteur qui se moque aussi de ses personnages. Et moi, j'aime beaucoup me moquer de mes personnages. Je partage cette passion de la moquerie avec Dumas. Voilà. Et dans un genre très différent, vous êtes aussi un inconditionnel de Romain Gary et d'Émile Ajar. Oui, ça c'est une découverte plus tardive, c'est pendant mes études littéraires, donc à l'époque quand j'étais en Hippocagne, j'ai découvert toute l'œuvre de Romain Gary et principalement, les titres qui m'ont le plus touché étaient ceux qu'il avait écrits sous le nom d'Émile Ajar, que ce soit La vie devant soi, Gros câlin ou Pseudo, qui sont encore une fois des livres qui m'habitent encore aujourd'hui. Je relis régulièrement La vie devant soi. Ce qui est extraordinaire avec Romain Gary, c'est que non seulement je suis amoureux de sa plume, mais je suis aussi amoureux du personnage. C'est-à-dire que c'est un de ces derniers grands aventuriers de la littérature française. Il était à la fois résistant, à la fois diplomate ensuite, consul de France, etc. Et à la fois écrivain. C'était un homme engagé, mais avec un engagement très personnel. C'était pas un engagement... de parti, c'était un engagement philosophique de sa part. Oui, d'autant plus qu'il avait été un grand résistant décoré par De Gaulle. Mais il y a une histoire étonnante. Un jour, il vit avec Jane Seberg, une belle histoire, et elle se fait draguer par Clint Eastwood pendant un tournage. Il a provoqué Clint Eastwood en duel. Oui, ça m'étonne pas de lui. Quand on lit La promesse de l'aube, on imagine très bien comment ce personnage-là s'est créé. C'est sans doute sa mère, la voix de sa mère lui dictait sans doute de provoquer Clint Eastwood en duel. Alors, il se trouve que vos livres sont traduits dans plusieurs langues, une dizaine, ça va jusqu'en Corée, mais curieusement, aux États-Unis ou en Angleterre, alors que vous avez des ascendances anglaises, on ne trouve pas vos livres. Oui, mais c'est assez fréquent. Vous savez, les auteurs français sont plus facilement traduits dans à peu près toutes les langues, sauf la langue anglaise, parce que le marché anglais est saturé. Les auteurs, le marché de l'édition en Angleterre, aux États-Unis, est saturé par les auteurs anglophones qui viennent d'Australie, donc ils s'intéressent assez peu. C'est assez peu à la littérature française. C'est très très rare qu'un auteur français soit traduit là-bas. Et c'est vrai que dans mon cas, c'est dommage parce que c'est l'une des rares traductions que je pourrais lire de mes livres, même si je dois vous dire que je parle le russe et que donc je peux lire mes livres en russe puisqu'ils sont traduits en Russie. Donc c'est ma consolation. Ouais, et en Corée du Nord aussi. Alors ça, je ne le lis pas. Alors il se trouve que effectivement l'anglais, c'est votre langue presque maternelle aussi. Et il se trouve que on a beaucoup traduit des chansons d'anglais en français comme celle-ci. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. L'homme à la moto, en fait, c'est une chanson des Cheers qui s'appelle, en anglais est très mauvais, Black Denim Trouser and Motorcycle Boots. Et Jean Dréjac, qui était à l'époque l'amant d'Edith Piaf, va aux États-Unis et elle lui dit « Traduis-moi cette chanson ». Et il en a fait l'homme à la moto, puis il est reparti ensuite avec quand même un joli pactole. Et si je parle de la moto, c'est que la moto, c'est très important pour vous, Henri Levenbroek. Oui, absolument. C'est probablement
mes grands moments de liberté, même s'il y a aussi l'équitation. Mais c'est vrai que quand je suis à moto, je pense que tout le reste disparaît. C'est-à-dire que j'ai régulièrement besoin de m'évader sur ce véhicule solitaire et assez paradoxalement de partir rouler avec des amis. C'est-à-dire que le plaisir de la moto, c'est un plaisir solitaire qu'on aime partager. Et il y a un autre plaisir qui est né d'un accident de moto, c'est la collection de montres cassées. Oui. Vous avez vraiment une belle documentation. Ça date de 2005. J'ai eu un accident de moto en 2005. C'était en me rendant à une dédicace dans l'est de la France. Et je suis sur l'autoroute et je vois marqué Thionville, sortie Thionville. Et je dis, tiens, c'est là que mon papa est né. Et je sors de l'autoroute et sur la bretelle de sortie, j'ai un accident. Et donc, dans ma tête, pendant les longues secondes qui m'ont paru une éternité, qu'ont duré mes cascades pendant ma chute à moto, je me suis dit, c'est quand même con, je vais mourir dans la ville où mon papa est né. Et finalement, je m'en suis sorti. Et quand je suis arrivé à l'hôpital et qu'on a voulu faire une radio de mon corps entier, on m'a enlevé ma montre en me disant, bon, elle est cassée, on la jette. Et je dis, certainement pas, ne l'achetez pas, je veux la garder, puisqu'elle s'est arrêtée à l'instant où j'aurais dû mourir et où je ne suis pas mort. Et depuis ce jour-là, j'ai cette espèce de manie bizarre de collectionner les montres cassées en demandant aux gens qui me donnent une montre cassée de me raconter comment la montre s'est cassée. Alors voilà, j'ai par exemple une montre cassée qui a appartenu à la grand-mère de Janine Boissard. Figurez-vous, elle m'a offert la montre de sa grand-mère en me racontant comment elle s'était cassée. Et l'un des grands souvenirs de ma vie, c'est pour ma 40e année, donc il y a quelques semaines. À peine. Et voilà, pour mes 40 ans, il y a 12 ans, donc, mes amis m'ont offert une très belle montre. Une montre Hamilton, figurez-vous, qu'ils ont posée au milieu de la table, ils ont sorti des marteaux et ils ont cassé la montre devant moi en me disant, au moins celle-là tu sauras comment elle a été cassée. Donc c'était à la fois un geste horrible parce que casser une Hamilton neuve c'est quand même triste, mais ils avaient très bien compris la force du symbole et je la chéris d'entre toutes mes montres cassées. Voilà. Alors maintenant on va remettre les pendules à l'heure avec une autre date, le 24 octobre 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Henri Lovenbroek. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Henri Lovenbroek. On a parlé de votre carrière, de vos premiers succès littéraires, de musique. Et le 24 octobre 2024 est sorti un roman qui s'appelle Pour ne rien regretter, chez XO. Et ce roman, il nous fait irrésistiblement penser à une chanson. Je veux mourir malheureux pour ne rien regretter. Pour ne rien regretter. En plus, je m'appelle Henri au début. Vous avez pensé à Balavoine en écrivant ce livre ? Énormément. J'ai énormément pensé à lui pour tout un tas de raisons. Alors non pas parce que la chanson commence par « Je me présente, je m'appelle Henri », qui est un pur hasard, mais parce que c'est un texte d'une force incroyable qu'il a écrit très jeune. On oublie souvent que Balavoine était un auteur, et puis un auteur précoce, parce qu'il est extrêmement jeune quand il a écrit cette chanson. Et c'était l'un des artistes de ma génération dont je me sentais le plus proche. Je me souviens d'avoir été très affecté par sa disparition. Il y avait cette figure engagée, authentique et sincère chez Balavoine qui me touchait énormément. Et en plus, il écrivait de très très belles chansons. Il faut savoir que cette chanson, il l'a écrite en disant « Si elle ne marche pas, si je n'en vends pas 30 000, j'arrête », car il n'avait que des échecs. Il en a vendu 100 000. Ouais. Donc il était rassuré. Alors, ce nouveau roman, Pour ne rien regretter, c'est non pas la suite, mais il y a un univers proche d'un livre qui est devenu culte, qui est Nous rêvions juste de liberté, qui a été un de vos best-sellers. Oui, qui a été, vous savez, ce qu'on appelle un long-seller, c'est-à-dire c'est pas un best-seller tout de suite, c'est un best-seller au bout de quelques années. C'est-à-dire le bouche à oreille, quand le livre est sorti, quand Nous rêvions juste de liberté est sorti, le livre n'a pas eu beaucoup de succès en librairie, et puis au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, le bouche à oreille a fonctionné, et aujourd'hui c'est devenu l'une de mes meilleures ventes. Ce qui est plutôt bon signe par rapport au livre. Vous savez, moi je dis souvent, les gens qu'on aime, qu'on apprend à aimer lentement sont celles qu'on aime le plus longtemps. Alors, ce premier roman, Nous rêvions juste de liberté, c'était une histoire qui se passait à moto, justement, et qui était justement une défense de la société telle que vous la voyez. C'était un roman qui racontait ma génération, réellement, c'est-à-dire cette espèce de génération insouciante
des années 70 qui rêve de liberté et prêt à bouffer le monde, à partir sur les routes pour aller à l'aventure et manger le monde, et sans avec une espèce d'insouciance et de légèreté qui très vite est confrontée à la réalité. Et donc ces gamins qui partent à moto sur les routes dans nos régions de liberté sont très vite confrontés au prix de la liberté et découvrent que la liberté, ça coûte cher, ça coûte extrêmement cher. Alors donc ce nouveau roman se déroule dans le même univers, pour ne rien regretter, avec un sujet d'actualité qui est celui de la génération d'aujourd'hui, puisque il faut évoluer, qui est l'environnement au départ. Oui, pour ne rien regretter est un roman qui pour moi symbolise la nécessité de que les deux générations, ces deux générations-là se tendent la main, oui. Tout simplement. C'est-à-dire que pour ne rien regretter, c'est un peu la génération de ma fille, et donc parle de tous les défis auxquels les gamins d'aujourd'hui sont confrontés, sont des défis sociologiques, économiques, climatiques, environnementaux. Il y en a un paquet, oui. Et il faut qu'on soit honnête, on leur a laissé le monde dans un état pas terrible, quoi. Et je pense que j'avais besoin que la réconciliation entre ces deux générations soit incarnée dans ce livre-là. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un type qui s'appelle Freddy et qui tend la main à une gamine qui s'appelle Vera. Et ensemble, ils vont essayer de confronter les problèmes que j'ai évoqués, c'est-à-dire les défis qui sont les défis de notre société actuelle, quoi. J'avais envie de faire un roman un peu positif, avec présenter une espèce d'avenir désirable, mais un avenir désirable que ces deux générations vont aller chercher ensemble et construire ensemble. Alors, il y a l'écologie, la liberté, la pollution, les forêts qui disparaissent, tout ça incarné par cette jeune femme, Vera, qui voit une terre dévastée, mais qui la voit pas comme nous ou comme vous. Oui, je pense que, j'ai écrit ce livre un peu à la manière d'un conte philosophique de Voltaire, c'est-à-dire que j'ai fait une peinture du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, mais vue à travers les yeux d'une enfant pleine de poésie, qui a une façon de s'exprimer très particulière, très singulière. C'est presque une extraterrestre, Vera, dans le livre, qui observe la Terre et qui la décrit avec ses mots à elle. Ça permet un décalage qui est le principe même du conte philosophique, c'est-à-dire que j'invite le lecteur à faire une petite pause et à re-regarder notre actualité avec des yeux nouveaux et à se poser des questions plus essentielles. Et votre personnage, Vera, regarde le monde nouveau, justement, avec des yeux particuliers, car elle souffre de ce qu'on appelle l'introversion, qui est peu connue. Ouais, alors c'est elle qui met ce mot-là sur son trouble. À un moment, elle évoque la possibilité qu'elle ait même un trouble autistique. Mais en réalité, moi, je pense que c'est la plus normale de tous les personnages qu'il y a dans ce roman. C'est-à-dire qu'elle a un regard totalement innocent et totalement authentique et vierge, quoi. C'est-à-dire que la poésie de Vera, c'est celle-là, c'est la poésie de l'authenticité, de la vérité dans sa façon de percevoir le monde. Nous, on est tous influencés par l'endroit où on a grandi, le pays où on a grandi, les parents qu'on a eus. Vera, elle a un regard beaucoup plus neutre, beaucoup plus tendre. Et voilà, c'était aussi une façon de rendre hommage à Romain Gary et à La vie devant soi. Évidemment, on a un peu la voix de Momo dedans. En même temps, c'est une fille qui se pose des questions sur le lycée. Elle ne voit pas du tout à quoi ça peut servir. Oui, ou alors elle dit, je comprends pas pourquoi on nous oblige à apprendre la date de la signature du traité de Rome et pourquoi on nous apprend pas à faire de la cuisine, voilà. Par exemple. Qui est pas bête d'ailleurs. Oui, elle regrette qu'elle n'ait pas appris à réparer un vélo à l'école, ou voilà, elle a une espèce d'interrogation sur l'aspect pratique de l'enseignement, c'est sûr. Mais ce qu'elle veut dire par là, c'est que en réalité, il est fort probable que l'éducation qu'on reçoit aujourd'hui ne nous prépare pas du tout aux défis de demain. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qu'on apprend à l'école qui risquent de ne pas nous servir si on n'a pas résolu les défis auxquels on est confronté et qui sont essentiellement des conflits environnementaux, des défis environnementaux. Ouais. Et pour ça, vous créez un monde particulier que vous aviez déjà évoqué dans le livre précédent, c'est-à-dire Providence, un lieu qui se trouve dans le grand nulle part. C'est ça, c'est-à-dire que j'ai fait exprès de choisir un nom qui puisse être à la fois celui d'une ville anglo-saxonne ou d'une ville française, Providence. Il se trouve qu'il y a une ville de Providence aux États-Unis, dans le Massachusetts, mais que c'est un mot français. Et l'idée derrière ça, c'est que le roman, encore une fois, comme dans un conte philosophique, ne s'installe pas dans une réalité géographique, même pas dans une réalité temporelle, parce qu'on ne sait pas trop en quelle année ça se passe.
c'est vraiment très symbolique tout ça. C'est-à-dire que la ville de Providence, elle représente notre monde moderne, et l'époque à laquelle ça se passe, on va dire que c'est une époque contemporaine, mais sans que je l'ancre dans des détails précis. J'avais très envie que les lecteurs aillent à l'essentiel et aillent vers l'universel dans ce livre, plutôt que vers des détails très contingents, quoi. Et les méchants sont représentés par un certain Goliath qui crée un réseau social. Et ça, les réseaux sociaux, vous les évoquez comme un grand danger, Henri Leeuwenbroek. C'est-à-dire l'usage des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais incriminer l'outil. Le réseau social, c'est un outil qui est un outil peut être utilisé pour de très bonnes fins, mais on peut aussi mal utiliser un outil. Et il se trouve que les réseaux sociaux les plus connus, qui sont des réseaux sociaux propriétaires, Facebook, Twitter et Instagram, etc., sont très mal utilisés aujourd'hui par leurs propriétaires. C'est-à-dire la fonction de base du réseau social, qui est de créer du lien social, elle est dévoyée. Aujourd'hui, au lieu de créer du lien social, on détruit le lien social avec les réseaux sociaux. On monte les gens les uns contre les autres parce que ça fait du buzz, et parce que le buzz, ça permet de vendre de la publicité, et parce que plus les gens restent longtemps à s'engueuler sur les réseaux sociaux, plus longtemps ils peuvent voir des publicités. Donc, c'est pas l'outil en lui-même. Moi, j'aime beaucoup les réseaux sociaux. Il se trouve qu'il en existe des réseaux sociaux alternatifs que je continue de fréquenter, mais c'est l'usage qu'on en fait. C'est la même chose avec l'intelligence artificielle. C'est un outil formidable. À condition de bien l'utiliser. À condition de bien l'utiliser, encore une fois. Vous évoquez un site peu connu, d'ailleurs, Mastodon, que vous évoquez dans ce livre, qu'on connaît mal encore. C'est un réseau social libre et open source, et donc qui n'appartient à personne, qui est hébergé par ses utilisateurs, donc des gens comme vous et moi, ce qui nous met à l'abri de l'ingérence de publicitaires. Alors il se trouve que je me suis un peu renseigné. Je ne sais pas pourquoi Facebook est bleu et blanc, les couleurs. C'est parce que Mark Zuckerberg, son fondateur, est daltonien. Et il ne voit bien que ces couleurs. C'est pour ça que ça a été choisi. Ah bah écoutez, ça vous me l'apprenez. Alors il se trouve qu'il y a aussi un côté David contre Goliath. Goliath, c'est le réseau social qui arrive. Et le mythe de David, qui pour certains n'a pas existé, mais qui semble avoir existé, vous l'évoquez à votre manière, Henri Leeuwenbroek. Oui, je crois j'avais envie de montrer aussi, de faire une peinture un peu optimiste de l'avenir qui nous attend. C'est-à-dire que je pense que on a pris beaucoup de retard dans notre combat contre les géants qui sont un peu en train de coloniser notre planète, des géants économiques qui sont en train de racheter plein de boîtes et de devenir des boîtes de plus en plus grandes et des pieuvres et qui deviennent des espèces de méga corporations internationales. On a perdu beaucoup de temps, mais c'est encore possible de résister. Et c'est un peu un appel à la résistance des lecteurs et à la fois des générations jeunes, mais aussi de leurs parents, en disant est-ce que ça serait pas mieux qu'on revienne à des choses plus essentielles. Je vous donne un exemple, c'est super un téléphone portable, c'est très très chouette, mais plutôt que d'envoyer un SMS à sa grand-mère, le mieux c'est quand même d'aller la voir, et d'aller lui donner la main et de lui préparer un chocolat chaud. Et je crois qu'il faut que les gens apprennent à résister un peu, c'est-à-dire que ok, on est content d'avoir des téléphones portables, mais on n'en a peut-être pas besoin 10 heures par jour, et on n'a peut-être pas besoin d'en racheter un neuf tous les 6 mois. Peut-être qu'on peut s'en servir très occasionnellement, et le reste du temps réapprendre à se donner la main et à se voir et à passer du temps ensemble. Dans ce livre, d'ailleurs, il y a un côté résistance comme pendant la guerre. Oui, d'ailleurs, les personnages prennent le maquis à un moment. Oui. Mais bien sûr. Et je suis pas loin de penser que aujourd'hui, l'idée de résistance soit complètement idiote. Je crois qu'il y a une vraie résistance nécessaire. Et plutôt que de s'opposer derrière des bannières politiques, peut-être que les citoyens devraient se donner la main et résister ensemble, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face à l'adversité, on se réfugie souvent derrière un drapeau politique d'un bord ou de l'autre, au lieu de se dire mais pourquoi est-ce qu'on ne résisterait pas ensemble, finalement? C'est des choses qu'on est capable de faire, d'ailleurs, devant des adversités un peu externes. Quand la maladie arrive, la politique, elle reste de côté, et les gens sont capables de se donner la main et de résister ensemble. Donc, je pense qu'il faudrait je pense que ce livre invite les lecteurs à réapprendre à résister ensemble.
Et ce livre est entre autres dédié à vos 3 enfants, car c'est pour vos enfants que vous l'avez écrit. Ah bah ça c'est sûr. Après, il y a un mea culpa hein, dans ce livre. Le titre, Pour ne rien regretter, il fait référence, c'est-à-dire que je pense que je peux difficilement dire que ma génération a laissé la Terre dans un état impeccable pour la génération suivante. Donc je crois qu'on leur doit des excuses à nos gamins, vraiment. Mais en même temps, je crois qu'on a le devoir de les aider à faire en sorte que leur génération puisse être bien plus fière que la nôtre. Vous avez ouvert une voie dans laquelle d'autres vont s'engouffrer. J'espère. Voilà. Mais il y a aussi une autre chose, c'est-à-dire que ce livre vous est apparu comme une telle évidence. Quelquefois, vous mettez 15 ans à travailler sur un livre. Là, c'est né en 6 mois. Ouais, il est venu tout seul. Alors sans doute qu'il mûrissait dans mon inconscient depuis longtemps. Et peut-être aussi que j'avais besoin de me sentir mûr en moi-même pour l'écrire. Mais c'est vrai que ça a été comme une fulgurance. J'ai même interrompu pour la première fois de ma vie la rédaction d'un autre roman pour me consacrer à celui-là parce qu'il... j'ai éprouvé un besoin urgent de l'écrire. Oui, et on sait qu'il touchera les jeunes, car dans votre public, Henri Leeuwenhoek, il y a beaucoup de jeunes, même avec qui vous correspondez quelquefois. Oui, c'est le plaisir de... Voilà, ça, vous voyez, par exemple, ça, c'est le bon côté des réseaux sociaux, c'est-à-dire de pouvoir garder du contact et trouver même un contact avec le lectorat ou recevoir tout simplement du courrier, alors que ce soit électronique ou papier. Mais c'est vrai que je chéris beaucoup ça. Je sais que j'ai des confrères qui n'aiment pas trop les contacts avec les lecteurs, qui sont toujours un peu embêtés dans les salons du livre, etc. Moi, au contraire, j'adore ça. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'aime beaucoup la solitude de l'instant de l'écriture et de la création, mais en revanche, après, j'ai besoin de me réapprovisionner en sociabilité, et donc les rencontres avec les lecteurs, les courriers des lecteurs, je réponds toujours. Alors ça m'arrive de mettre un peu de temps, mais je réponds toujours, et c'est toujours hyper gratifiant. C'est rare que les gens viennent vous voir pour vous dire c'est nul, j'ai pas aimé. En général, ils viennent pour vous dire des choses agréables, donc... Moi, je veux dire des choses agréables. C'est qu'il ne faut pas regretter d'avoir acheté ce livre si on l'achète, et on doit l'acheter pour ne rien regretter chez XO, parce que c'est un message d'espoir à un moment où on en a besoin. Et je pense que vous allez continuer dans ce sens, Henri Leeuwenhoek. Je vais essayer. Et je compte sur vous. Merci pour ne rien regretter. Donc, chez XO, Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.